Alors aujourd'hui, on va voir les noms pseudo-premiers de Perrin. On va voir d'abord qu'est-ce que c'est que Perrin et ensuite qu'est-ce que c'est que pseudo-premier. Des Perrins, il y en a beaucoup. Lui, c'est François Perrin. Des François Perrin, il y en a beaucoup. Il y a le plus célèbre d'entre eux, c'est le Grand Blond, évidemment. Et sinon, il y a aussi donc François Perrin, que j'ai connu à l'ENS Lyon, c'était quelqu'un que j'ai eu comme étudiant, qui était quelqu'un de très riche, très sympathique, et à qui je transmets le bonjour. Si jamais vous le connaissez, dites-lui qu'il me donne de ses nouvelles. Voilà. Et puis, il y a François Perrin, à cheval entre le 19e et le 21e siècle, qui est un mathématicien français que l'on connaît par ses pseudo-premiers. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est que des pseudo-premiers. Alors, pseudo-premiers, c'est... bon, regardez, hein, l'exemple type, c'est vous prenez P premier, alors A puissance P-1 est congru à 1 modulo P pour tout A non nul, hein, modulo P, en tout cas pour tout A non multiple de P. Bon, alors ça c'est une implication. Maintenant, réciproquement, vous voyez, vous prenez par exemple le nombre 91 et vous voulez savoir s'il est premier. Bon, vous allez me dire, là c'est un peu énorme, mais vous voyez que 2 puissance 90 est congru à 64 modulo 91. Bon, voilà. Eh bien, ça fait pas 1, modulo 91, donc 91 n'est pas premier. Alors, on se dit, tiens, voilà, c'est un test. Alors, qu'est-ce que c'est que le test? Vous prenez n, d'accord, et vous prenez des nombres compris entre 1 et n, qui sont premiers avec n, et vous regardez a puissance n-1, vous regardez si c'est congru à 1 modulo n, et là, si effectivement c'est congru à 1 modulo n, vous avez des chances que n soit premier. Et oui, donc ça marche pour 91, ici, on voit qu'il n'est pas premier, mais par contre, la réciproque est fausse, parce que ça commence avec 341, qui est un nombre, on peut l'appeler, si ça c'est le test de Fermat, ce serait un pseudo-premier de Fermat. On appelle ça aussi un nombre de Michael, c'est-à-dire que c'est un nombre tel que tout nombre A premier à 341, qu'on peut prendre entre 1 et 341, va vérifier que A puissance 340 est congru à 1 modulo 341, et pourtant il n'est pas premier. Donc c'est un pseudo-premier, d'accord? Donc vous avez compris, qu'est-ce que c'est qu'un pseudo-premier en général? C'est la donnée d'un test, d'accord, et d'un nombre qui vérifie le test, mais qui pourtant n'est pas premier. D'accord? Pour reprendre Coluche, il est premier dans un concours de circonstances. Voilà. Donc ici, vous avez des tests. Quels sont les tests? Donc ici, vous prenez un test P premier, différent de 2, alors A puissance P-1 sur 2 est congru au symbole de Legendre, c'est-à-dire 1 si A est un premier modulo P, moins 1 si A n'est pas premier modulo P. Voilà, alors on peut en A non multiple de P, bien sûr aussi. Modulo P. Et donc, est-ce que ça fait un bon test? Eh bien, on va avoir des pseudo-premiers de l'air. Ça va être des nombres qui sont pas premiers, mais pourtant qui vont vérifier ça, hein, pour tout A, bien sûr, premier avec n, donc on va des nombres n, impair ici, tel que a puissance n-1 sur 2, ça va correspondre à ce qu'on appelle le symbole de Jacobi, hein, c'est le symbole de Legendre généralisé, modulo n. Voilà. Un autre test avec les nombres de Fibonacci. Et ça qu'on a vu avec notre ami Denis, et puis j'ai fait aussi une vidéo à la suite de ce qu'a fait Denis. Si P est premier et P est différent de 2 et 5, voilà. Alors vous avez le nombre de Fibonacci au rang P moins le symbole de Legendre 5 sur P, et multiple de P, c'est-à-dire incongru à 0 modulo P. Du coup, ça peut donner une idée, et on se dit, tiens, on va inventer, est-ce que c'est un test, hein, de primalité, et on va inventer les nombres pseudo-premiers
de Fibonacci. Donc, créez votre propre nombre de votre propre test et créez votre propre pseudo premier. Voilà. Et après, vous pouvez aller un petit peu plus loin que la suite de Fibonacci, avec une suite générale hein, de récurrence un plus 2 moins A, un plus 1 plus B, un égale 0, avec B non nul. Et vous allez généraliser ça. Vous prenez P qui ne divise pas 2B delta, donc ça va généraliser ça, et vous pouvez dire que si P est premier, alors UP moins delta P, donc le symbole de Legendre de delta par rapport à P, donc exactement comme ici, est congru à 0, modulo P. Maintenant, vous pouvez vous demander si la réciproque va vous donner raison, et vous inventez les pseudo-premiers, ce qu'on appelle les pseudo-premiers de Lucas. Voilà. Bon, alors, ça n'a pas tenu très très longtemps, mais ce que je vais vous montrer a tenu beaucoup plus longtemps. C'est la suite de Perrin. Elle généralise la suite de Fibonacci, mais au lieu que son polynôme caractéristique soit son équation caractéristique, hein, soit de degré 2, l'équation est de degré 3, et c'est tout simplement un plus 3 égale un plus 1 plus un, avec u0 égale 3, u1 égale 0, u2 égale 2, voilà, et c'est parti. Hein. Et maintenant, on regarde les premiers termes de la suite. 0, ben, c'est 3, 1 c'est 0, 2 c'est 2, 3, ben, on fait la somme, c'est 3, 4 c'est 2, 5, 3 plus 2 c'est 5, 6 c'est 5, d'accord, ici, 7, oh, c'est 7, 8 c'est 10, 9 c'est 12, 10 c'est 17, et 11, ici, c'est 22. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Vraiment, c'est incroyable, c'est que quand c'est premier, ben, c'est égal, oui. Bon, là, c'est premier, c'est pas égal, mais par contre, ça divise. D'accord? Voilà. Donc, en fait, on a envie de dire que P premier implique P divise U indice P. Voilà. Maintenant, donc, ça nous fait un test. Et là, bon, hein, on voit bien que 4, c'est pas premier. Là, ça ne divise pas. 6, c'est pas premier. 8, c'est pas premier, ça ne divise pas. On a longtemps, en fait, conjecturé qu'il y avait que c'était un bon test. Alors, c'est quand même bizarre qu'on ait pu, à un moment, on va dire après Riemann, quoi, hein, imaginer que ça puisse être un bon test, conjecturer qu'il y avait une réciproque. En fait, la réciproque est fausse, hein, et le premier nombre qui invalide, c'est 271 441, pour vous dire quand même à quel point il faut aller loin. Et donc, John Grantham a montré qu'il y avait une infinité de nombres premiers de Perrin. Ce qui est incroyable, c'est que la preuve est quand même vraiment non triviale, hein, quand même, et elle date de 2010, alors que, bon, on entendait parler des nombres pseudo-premiers de Perrin depuis pas mal de temps, quoi, hein, c'est même pas comme si c'était... Donc, vraiment assez incroyable. Il a construit ce qu'on appelle des pseudo-premiers de Frobenius, et ça c'était un cas particulier, et il a montré avec des caractères de Dirichlet, donc c'est avec des choses assez profondes que ça marchait pas. Voilà donc des petites choses. Encore que la méthode était à peu près attendue, mais quand même quand on regarde l'article, il est loin d'être trivial, alors que franchement, hein, au départ, on dit, voilà, c'est un test de primalité, on répond c'est un 1er avril, quoi, c'est pas possible. Les noms premiers sont beaucoup plus subtils qu'une suite comme ça. Mais bon, voilà. Vous allez me dire, Wilson,
c'est un test de primalité. Mais voilà, il n'y a pas de pseudo premier de Wilson. Ok, alors maintenant, eh ben, j'ai donné un devoir d'entraînement pour les agrégatifs internes, là, juste récemment. C'était sur ce sujet-là. Et donc ça, on va le corriger. Alors, donc j'ai repris la suite, là, un plus 3 égale un plus 1 plus un, la suite de François Perrin, u0 égale 3, u1 égale 0 et u2 égale 2. Et bon, c'est une suite de E, que j'appelle ici EC, hein, pour plus tard, on verra. Et là, ce sont les suites Vn, telles que Vn plus 3 égale Vn plus 1 plus Vn. Ce sont des suites dans C. Alors, oui, donc c'est la suite de Perrin est dans E, et E, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace des suites qui vérifie la récurrence, on va dire la récurrence de Perrin, cette récurrence-là. Alors oui, c'est bien un sous-espace vectoriel. On peut le voir en voyant que c'est le noyau de cette forme linéaire. Hein, vous avez une forme linéaire, donc il y a une suite associée Vn plus 3 moins Vn plus 1 moins Vn, et c'en est le noyau. Alors maintenant, on remarque que si P est égal à, on prend le polynôme P qui va être le polynôme, l'équation, le polynôme caractéristique de cette suite, hein, x3 moins x moins 1, et si P de A égale 0, alors la suite A puissance n est une suite de E. D'accord? Alors A, il est dans C, hein, on a pris A dans C. Et A cube est égal à A plus 1, puisque A est racine de P. Et bien oui, donc pour montrer que AN est dans E, ben il suffit de multiplier par A puissance n des deux côtés. On voit que AN plus 3 est égal à AN plus 1 plus AN. Donc il n'y a pas de problème. Ensuite, on va montrer que P n'a pas de racine multiple. Pourquoi P n'a pas de racine multiple? Ben parce qu'on sait que si il avait des racines multiples, eh ben ça voudrait dire que dans C, on pourrait trouver une racine telle que, multiple justement, telle que P de x égale 0, et P', la dérivée de x égale 0. C'est-à-dire x3 égale x plus 1, et pour la dérivée, 3x2 égale 1. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je multiplie par x des deux côtés, je remplace x3 égale x plus 1, ça fait 3x plus 1 égale x, puisque j'ai multiplié par x. Donc ça me fait x égale moins 3,5. Et donc maintenant je reporte ce moins 3,5 là-dedans. 3, bon, je pourrais même le reporter là-dedans. Pourquoi j'ai fait aussi compliqué, je ne sais pas. Ici, je le reporte là-dedans ou là-dedans, comme vous voulez. De toute façon, dans les deux cas, on voit que c'est pas possible. Là, par exemple, parce que le dénominateur irréductible ici de la fraction de gauche, c'est 8, et là, c'est 2. Hein, voilà. Alors maintenant, ici, vous avez alors c'est intéressant de voir qu'on a un isomorphisme entre E et C3. Alors, E est un espace vectoriel, oui, mais il est dimension 3, il est isomorphe à C3. Pour le voir, c'est très facile. On prend une suite Vn de E et on regarde les trois premiers termes. Donc, c'est bien une application linéaire, ça saute aux yeux. Ensuite, c'est injectif parce que si on a 0, 0, 0 ici, la suite ici, c'est forcément la suite nulle par récurrence. Et puis, c'est surjectif, parce qu'à partir du moment où on a V0, V1 et V2, eh ben, on a toute la suite qui vérifie ça, et qui est dans E. Donc, voilà. Donc, E est isomorphe à C3. Maintenant, je vais montrer que AN, BN, CN est une base de E. Bon, on n'en a pas forcément besoin de cette histoire. On en a besoin de façon sous-jacente, mais en fait, on n'en a pas réellement besoin. Mais c'était dans le problème que j'ai donné. Alors, bon, tant qu'à faire, et puis c'est des grands classiques à bien connaître, donc tant qu'à faire, c'est bon. Pourquoi c'est une base de E? C'est une base de E parce que quand on prend l'image, ici, on a une base. Et en fait, un isomorphisme, ça envoie une base sur une base, et réciproquement, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder ici? On va regarder l'image de AN. C'est A0, A1, le triplet A puissance 0, A puissance 1, A puissance 2. Donc ici c'est ça, pareil pour Bn, pareil pour Cn. Et dans C3, c'est facile de voir qu'on a une base si on a un déterminant ici qui est non nul. Mais on reconnaît le déterminant de Vandermonde, et ça fait C-A facteur de C-B facteur de A-B, de B-A, pardon. Et là, c'est différent de 0.
Parce qu'on a montré qu'il n'y avait pas de racines multiples et que là, tout était bien distinct. Voilà. Et bien on continue.